On voudrait, avec Jean-Louis Borloo, revenir sur deux propositions que Nicolas Sarkozy a faites ce dimanche dans le discours de la Concorde. Ces deux propositions sont le rôle de la Banque centrale européenne en matière de croissance et la procédure de faillite civile. Alors peut-être que... on fait quoi d'abord, Jean-Louis ? Donc je fais la BCE et après je passerai la parole à Jean-Louis sur la procédure de faillite civile puisque c'est un sujet sur lequel il a beaucoup travaillé et qu'il est à l'origine de certaines de ses propositions. Sur la BCE, Nicolas Sarkozy a dit précisément qu'il poserait la question du rôle de la BCE en faveur de la croissance en Europe. Et je voudrais insister, parce que vous avez entendu beaucoup de choses sur le sujet, je ne vais pas vous refaire le déroulé, mais il m'a semblé que dans les commentaires, il y avait une confusion entre les propositions de François Hollande et les propositions de Nicolas Sarkozy. Il y a même des commentateurs qui ont cru pouvoir penser que Nicolas Sarkozy avait suivi François Hollande sur le sujet. Je voudrais vous dire pourquoi, quelles sont les différences et pourquoi ça ne se passe pas comme ça. D'abord, s'il fallait absolument trouver une chronologie, je vous rappellerai volontiers que Nicolas Sarkozy a parlé de ce sujet dès son discours de Strasbourg. Je vous invite d'ailleurs à reprendre le discours de Strasbourg, dans lequel il y avait énormément de choses sur l'Europe, sur la gouvernance mondiale, qui était un discours très dense et qui a été relativement peu commenté du fait de sa place dans l'agenda médiatique et politique. Il y a deux grandes différences entre les positions de François Hollande et les positions de Nicolas Sarkozy. D'abord, du côté de François Hollande, il veut introduire le mot croissance dans le traité, oubliant que le mot y figure déjà plusieurs fois. En fait, on est dans la veine de ce que Nicolas Sarkozy a été décrit comme on fait la guerre au dictionnaire. On supprime le mot race pour qu'il n'y ait plus de racisme, on supprime le mot zone pour qu'il n'y ait plus de quartier ghetto, et là, on met le mot de croissance, alors que le mot croissance y est déjà, et que ce n'est pas le mot qui va changer les choses, c'est ce qu'on fait. Et pourquoi il y a cette démarche ? Il y a cette démarche parce qu'en fait, François Hollande ne veut pas préciser quelles seraient ces réductions de dépenses pour pouvoir réduire les déficits et revenir à l'équilibre. Il ne veut pas non plus de la règle d'or. Et donc, il se replie sur l'argument ordinaire de tous les politiques depuis 30 ans, dont on voit bien qu'il n'a jamais marché, qui est « il n'y aura pas besoin de réduire les dépenses puisque j'irai chercher de la croissance. Je ferai une politique de croissance. C'est la croissance que j'obtiendrai qui me permettra spontanément de limiter les déficits ». En fait, François Hollande veut troquer la croissance contre la maîtrise des déficits. C'est la raison pour laquelle il développe un discours dont je le disais, il n'est qu'un discours puisqu'il n'y a pas de précision derrière sur ce sujet. La proposition de Nicolas Sarkozy n'est pas du tout celle-là. D'abord, Nicolas Sarkozy confirme l'ardente nécessité de réduire les déficits et de revenir aux équilibres. Et la discussion que nous avons là sur la croissance ne vient pas en déduction de cette démarche-là, elle vient en addition. Tout relâchement dans la ligne de réduction des déficits entraîne une pression à la hausse des taux d'intérêt. Ça oblige les États à emprunter à des taux rédhibitoires, ça engage le cercle vicieux de la récession. Il y a de moins en moins de croissance, de moins en moins de recettes publiques, de plus en plus de déficits, de plus en plus de dettes, de plus en plus de charges d'intérêt. C'est le circuit grec ou le circuit espagnol, et c'est celui que nous voulons éviter. Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas question, comme le fait François Hollande, de parler de croissance pour éviter de parler de réduction des déficits. Ça, c'est la route grecque ou la route espagnole. Et puis par ailleurs, ce que propose Nicolas Sarkozy n'implique pas, ne nécessite pas la modification d'un traité. Et c'est là aussi toute la différence. On n'est pas dans le discours, on n'est pas dans l'institutionnel, on est dans l'efficace. Ce que propose Nicolas Sarkozy ne nécessite ni de modifier le traité de mars 2012, ni celui de Maastricht. En fait, il veut agir dans le cadre juridique existant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre juridique existant ? D'abord, le traité régissant la BCE prévoit comme objectif principal la maîtrise de l'inflation, mais qu'elle doit aussi tenir compte de l'objectif de croissance. C'est prévu dans ces statuts. Donc on peut déjà mettre en œuvre une politique dans cette direction-là. Nicolas Sarkozy demande simplement qu'une discussion s'engage entre le gouvernement économique de la zone euro et la BCE pour qu'il y ait un meilleur équilibre entre ces deux objectifs, inflation et croissance. C'est compatible
avec la rédaction actuelle des traités. Concrètement, il s'agira surtout de faire en sorte que la BCE travaille à ce que le taux de change soit plus compétitif pour encourager les exportations européennes. La BCE peut agir en matière de politique de taux d'intérêt. C'est prévu. Donc au total, si j'essaye de vous rebrosser d'une phrase, d'un mot, la politique de croissance que propose Nicolas Sarkozy pour l'Europe, c'est le redressement des finances publiques en un, puisque nous considérons que ça n'est pas croissance ou redressement des finances publiques. Redresser les finances publiques, c'est maintenir les taux d'intérêt bas et sortir de la dépendance des marchés financiers. Une politique commerciale moins naïve avec la réciprocité dans les marchés publics, une administration plus efficace dans l'élaboration des mesures anti-dumping, le Buy European Act, on en a parlé, et puis des exportations européennes soutenues grâce à un taux de change plus favorable. C'est l'objet de cette dernière proposition. Dernière remarque, il y a une dernière différence entre François Hollande et Nicolas Sarkozy là-dessus, c'est la crédibilité. Nicolas Sarkozy a obtenu la création du gouvernement économique de la zone euro, la convergence des politiques fiscales et sociales. Il a obtenu de la BCE des interventions non conventionnelles dont on disait qu'elles n'étaient pas possibles au plus fort de la crise, rachat de titres de dette publique, fourniture de liquidités aux banques. Il a obtenu récemment la reconnaissance du principe réciprocité de l'ouverture des marchés publics. Bref, il a une expérience et un actif dans la transformation, dans l'exigence vis-à-vis de l'Union européenne qui lui permettent aujourd'hui de faire cette proposition. Voilà ce que je voulais vous dire et je vous propose sans transition de passer la parole à Jean-Louis pour qu'il puisse développer l'autre nouvelle mesure, nouvelle proposition du discours de la Concorde qui porte donc sur le surendettement et après nous répondrons à toutes vos questions. Jean-Louis. Merci Nathalie. D'abord, de quoi s'agit-il ? Il y a en France 800 000 familles qui sont en procédure, 1 200 000 familles qui soit sont dans un plan, soit attendent un plan. Et comme on est dans un univers humain très particulier où les gens sont fragiles, vulnérables et ont peu d'informations, on peut considérer que ce sujet, c'est-à-dire la spirale dont on ne sortira pas, concerne plutôt 2 millions de familles, c'est-à-dire probablement 4 ou 5 millions de personnes, avec les conséquences directes et indirectes sur les enfants. Alors le constat, c'est un sujet qui est occidental, qui est européen, qui n'est pas propre à la France. Quelques caractéristiques quand même. La première, c'est que lorsque le pépin arrive, le niveau de l'endettement français est très supérieur à la moyenne européenne. De l'ordre de 35 000 euros à 40 000 euros, que la moyenne européenne est à peu près la moitié. Ça tient à l'absence de fichiers positifs, c'est-à-dire de fichiers qui concentrent l'information de l'ensemble des crédits revolving ou à la consommation. Deuxième point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que le problème du surendettement provient dans 75% des cas d'un accident de la vie. Le premier cas, c'est le chômage, 32%. Puis viennent le divorce et la séparation, l'accident ou la longue maladie, et enfin l'accumulation des crédits revolving. Évidemment, tout ceci est en général conjugué. Et il faut bien comprendre que c'est une spirale de laquelle on peut difficilement sortir. Tout le monde tourne autour de ce sujet depuis très longtemps. Les conséquences pour les gens sont dramatiques. Un sentiment de condamnation. Le déni est la première étape. On s'isole, on n'en parle pas à sa famille, pas à son épouse ou à son époux, pas à ses enfants, pas à ses amis. Et puis un sentiment ensuite d'envie de s'en sortir. Et donc on rentre dans des crédits revolving absolument insensés à des taux de 18 ou 19% qui permettent de continuer à la machine pendant quelque temps de fonctionner. Il y a une inversion des priorités. C'est tout d'un coup les loyers qui finissent par ne plus être payés, avec toutes les dégradations que ça suppose, et donc un état de fragilité psychologique et sociale
un état de désarroi, un trouble, une quasi-maladie sociale extrêmement grave. Je veux dire, il faut bien avoir le sentiment que pour très peu, à un moment donné, pour quelques centaines ou milliers d'euros, la vie peut basculer et ça peut arriver à quasiment tout le monde. C'est l'accident de la vie, ça arrive à quasiment à tout le monde. Et quand on voit les indemnités, les pénalités de retard, enfin la violence ou la dureté de ces situations-là, l'incapacité à ce moment-là à surmonter tout ça, parce qu'on n'a plus la force, on n'a plus l'énergie, on est complètement désespéré, c'est une véritable spirale. Il y a en France une très grande association qui s'appelle Crésus. Et M. Kiel, qui est le patron de Crésus, a cette phrase terrible en disant même lorsqu'il y a des plans conventionnels de 10 ans, c'est une condamnation à vie, c'est une condamnation de 10 ans. Et il faut bien savoir que ce que nous avons mis en place, d'abord la loi Neyertz, qui a été la première avancée à l'époque, qui a créé les commissions de surendettement, puis la loi que j'ai portée moi en 2003, qui est la première qui a permis d'aller vraiment vers des effacements de dettes, en ouvrant le champ judiciaire à ces situations-là, en permettant la procédure de redressement personnel. On voit bien que on n'est pas parvenu réellement, il faut faire l'analyse lucide, on n'est pas parvenu parfaitement à régler tout ça. Au fond, depuis des années, on tourne autour de l'idée: est-ce qu'il peut y avoir un nouveau départ pour les familles et pour les familles de bonne foi? Est-ce qu'une fois que vous êtes dans la spirale, eh bien, on considère que voilà, c'est le résultat d'une mauvaise gestion de ses capacités personnelles, ou est-ce qu'on peut avoir un nouveau départ? Et moi, je l'ai proposé au président, et il en est d'accord pour qu'il y ait un texte de nouveau départ. Je pense vraiment qu'on ne peut pas laisser des gens condamnés. Cette procédure de surendettement, elle a d'ailleurs un mot qui veut tout dire. La commission de surendettement définit le reste à vivre. Ce qui est au fond laissé après le plan conventionnel de 8 ou 10 ans, c'est un reste à vivre qui, d'ailleurs, selon les endroits, peut aller de 400 euros, 500, 600 euros. C'est la commission de surendettement qui le décide. Imaginez quelqu'un ou une famille qui sait que pendant 8 ou 10 ans, quelle que soit sa situation, ses efforts, elle vivra avec un reste à vivre. C'est objectivement, proprement insupportable. Alors, il y a toujours le débat nouveau départ, responsabilité. On tourne autour de cette idée. La loi de 2003, c'était d'autoriser d'une certaine manière, dans certaines précautions, la faillite civile, c'est-à-dire permettre aux gens un nouveau départ dès lors qu'ils sont de bonne foi. On l'a presque fait, pas tout à fait. On a mis tellement de conditions, commencer par la commission de surendettement, avec les délais extrêmement compliqués, puis la commission de surendettement, puisque c'est le premier filtre, a décidé de garder l'essentiel des dossiers. Donc 4 sur 5 ne vont pas à la procédure de rétablissement personnel. Ça a été au fond limité au cas de personnes qui ont des handicaps, des handicaps très lourds, y compris des handicaps physiques ou psychomoteurs. Et au fond, ça a eu tendance, la Banque de France, la commission de surendettement, à garder l'essentiel des dossiers, avec, je vous dis, des plans de remboursement sur 8 ou 10 ans qui sont une véritable condamnation. Alors je crois qu'il faut faire 3 choses. Premièrement, étendre tout simplement la procédure de nouveau départ de faillite civile que nous connaissons sur le territoire national, que nous connaissons en Alsace-Moselle, à l'ensemble du territoire national. Il suffit de changer un quart de phrase. Dans le texte qui existe, supprimer le mot domicilié en Alsace-Moselle. Vous avouerez qu'au plan législatif, c'est assez léger. Alors le grand débat, pourquoi ça n'a pas été fait à l'époque? Le grand débat, c'était oui, mais enfin, si on fait ça, est-ce qu'il va y avoir du coup des rechutes? Ben non. Les rechutes, elles sont dans l'autre système. On va de plan en plan, de manière absolument infernale. En Alsace-Moselle, le taux de rechute est de 1,16%. Vous savez, lorsque vous êtes passé au tribunal, qu'on a effacé vos dettes, que c'est rendu public, il y a une publicité légale qui est faite. C'est pas un moment très, très gai. Et quand vous avez la chance de partir vers un nouveau départ, vous faites tout
pour être heureux dans ce nouveau départ. Et la grande idée que ça serait irresponsable et amènerait à la rechute, elle est factuellement totalement inexacte. C'est l'autre cas qui va de plan non assumé en plan non assumé pendant une décennie. Donc il n'y a quasiment pas de rechute dans le nouveau départ. L'autre contrepartie, c'est de mettre en place enfin un fichier d'information croisé sur l'ensemble des crédits à la consommation et des crédits revolving. 24 pays de l'Union l'ont fait, sur 27. La France a hésité. Il y a une commission qui a été mise en place de réflexion avec la Fédération française des banques. Je connais bien tous les arguments. Je crois que c'est de l'information citoyenne absolument nécessaire. C'est aussi un acte de responsabilité. Et c'est pour ça qu'il faut mettre en place, et le président candidat est d'accord pour mettre en place ce fichier positif. Et puis la troisième idée, c'est on a fait un grand programme pour les États surendettés, pour les banques surendettées. Je pense qu'indépendamment de ces deux mesures que Nicolas Sarkozy s'engage à mettre en place, et qu'en tous les cas, les députés radicaux voteront depuis 2003, nous déposons un texte dans ce sens, invariablement. Je crois qu'il faut d'ores et déjà, pour les dossiers en cours, qu'il y ait un grand plan de renégociation avec les établissements de crédit à la consommation, avec les créances fiscales et sociales, pour essayer, pour les dossiers en cours, de régler le problème de manière générale. Je veux dire, on l'a fait pour les États, on l'a fait pour les banques, je crois qu'on peut le faire pour les ménages français. C'est un sujet extrêmement important parce que c'est probablement la partie de la population qui est dans la plus grande fragilité sur notre territoire national et qui n'a aujourd'hui quasiment aucune chance de reprendre un train normal, classique, de responsabilité, d'épanouissement. Donc les radicaux et les centristes défendent, et je le dis d'autant plus volontiers que 2003, c'est ma loi, donc j'en connais à la fois les espoirs et en même temps les limites et les difficultés. J'ai bien vu que l'idée qui était de choisir le surendettement ou la voie judiciaire, c'était open dans le texte. En réalité, les commissions de surendettement ont gardé l'essentiel des dossiers. On peut deviner pourquoi. Hein. Voilà, c'est une activité comme une autre. Mais je crois aujourd'hui qu'il faut laisser l'option aux gens et pouvoir aller directement au tribunal. Alors, dernier point, ça ne peut se faire. Comment ça se passerait au tribunal ? Eh bien, il y a une publicité légale. Vous vous inscrivez au greffe. Un magistrat est chargé du dossier. Il confie à un mandataire judiciaire. Ça nécessite évidemment quelques moyens complémentaires de la magistrature pour gérer ce surcroît de travail, mais une partie du personnel des commissions de surendettement qui sont mis à la disposition de la Banque de France pourrait venir aider à l'instruction de ces dossiers, mais qui serait en vérité relativement simple. Voilà. Donc c'est un nouveau départ. Ça me paraît, moi, absolument nécessaire, et je suis heureux que le candidat Nicolas Sarkozy reprenne à son compte cette idée. Au fond, c'est une idée politique assez générale. Je crois qu'il faut absolument aider une société moderne, dynamique, compétitive, inscrite dans l'avenir, et en même temps s'occuper des plus grandes fragilités, sans lesquelles notre pays serait évidemment hémiplégique. Merci. Eh ben, c'était les messages qu'on avait envie de vous passer. Donc peut-être que vous avez des demandes de précision ou des questions, notamment Jean-Louis. Moi, vous m'avez plus souvent sous la main. Bonjour, Enfin, encore que. Claire, journaliste freelance. Je vous ai trouvé sincère et même émouvant, et vous renouez d'une certaine façon avec l'esprit de la fracture sociale. Seulement, voilà, moi j'ai suivi plusieurs meetings UMP, le meeting de Sarkozy. J'ai jamais entendu parler de ça. J'ai entendu parler du voile, des prières dans la rue, des corps intermédiaires, des syndicats, mais j'ai pas entendu parler de cette masse de Français malheureux pour lequel le président avait un projet. Alors, à 5 jours du premier tour, est-ce que c'est pas un peu tard ? On n'avait pas l'impression que c'était votre ligne qui l'avait emporté. On pensait plutôt que c'était celle de monsieur Patrick Buisson. Attendez, moi j'ai quelque chose à dire sur le sujet. Après, je sais pas, j'ai quelque chose à dire sur le sujet. Je ne sais pas si vous avez bien suivi les meetings, mais moi je trouve qu'on n'entend pas la même chose quand on est dans les meetings et qu'on les suit tous vraiment comme on l'a fait Jean-Louis et moi pour un certain nombre d'entre eux.
et quand on en entend l'écho médiatique. Parce que finalement, les journalistes d'un côté nous disent on parle que de ceci ou de cela, et de l'autre côté font un tri à travers les déclarations, les séquences des meetings, qui va dans le sens de ce qu'ils veulent entendre. Je vous invitais tout à l'heure à reprendre le discours de Strasbourg. Non, attendez, je vous invitais à reprendre le discours de Strasbourg. Reprenez le discours de Strasbourg. C'est un discours sur la gouvernance dans le monde, c'est un discours sur l'Europe. Il y en a eu très peu d'échos, et aujourd'hui, les uns ou les autres semblent découvrir des propositions qui ont été portées dans le discours de Strasbourg. Vous parlez de la faillite civile en disant que vous ne l'avez pas entendue dans les discours. Elle était dans le discours de dimanche à la Concorde. Est-ce que les relations de presse qui ont été faites du discours de la Concorde relèvent beaucoup la question de la procédure de faillite civile? Non. C'est-à-dire que les uns et les autres entendent aussi ce qu'ils veulent entendre. Et puis moi, j'aime pas cette petite musique qu'il y a depuis plusieurs jours de l'idée qu'il y a deux lignes qui s'affrontent. Je vois aussi dans la presse des relations qui sont faites de réunions auxquelles j'ai participé, sauf que moi j'y étais, ceux qui écrivent des choses n'y étaient pas, et ce qu'ils écrivent et pas ce qui s'est passé. Il n'y a qu'une ligne qui est celle de Nicolas Sarkozy, qui est d'ailleurs de ce point de vue-là très, très cohérent, c'est dans son tempérament, était déjà pareil en 2007, qui est de dire la France, elle ne se découpe pas en tranches, il n'y a pas une France de droite, il n'y a pas une France de gauche, ce n'est pas une addition de sensibilité, c'est juste que le monde contemporain a fait exploser toutes ces catégories-là. Il y a des problèmes, aux problèmes on trouve des solutions. Si les bonnes solutions sont de droite et si les bonnes solutions sont de gauche, eh ben on les prend là où elles sont. Je voudrais rajouter deux mots. Quelle est l'autre grande fragilité française? C'est indiscutablement l'école primaire et l'école élémentaire. Pourquoi? Ce qui a fondé la République, ça a été savoir lire, écrire et compter, puis le tout sanctionné plus tard par le certificat d'études. Ça a été une très grande réussite française. Dans chaque canton, on y parvenait. Il se trouve que depuis 30 ans, un peu plus de 30 ans, le système connaît des ratés. Et pas très, très utile de pleurer sur tout ça, mais d'essayer de comprendre et d'analyser. Et l'analyser, c'est constater qu'on a eu une urbanisation parfois débridée. Il y a, Dieu merci, le travail des femmes. Il y a eu la création de ghettos. Il y a la décohabitation. Bref, il y a une société... Vous savez, c'est le vieux dicton africain, il faut tout un village pour élever un enfant. Et un enfant qui a des petites difficultés d'apprentissage, ou qui peut avoir de l'hyperactivité, ou qui peut avoir un peu de dyslexie, peu importe, il était pris en main par l'ensemble de la société à l'époque. Et un des drames de l'éducation, c'est la non prise en compte de ces fragilités-là. Eh bien, moi, j'ai entendu dans le discours de Nicolas Sarkozy proposer un programme Jules Ferry 2, si j'ose dire, de manière extrêmement précise, et je ne l'ai pas beaucoup relu après, extrêmement précise, avec un comité de soutien présidé par le maire de la ville, parce qu'il faut mobiliser l'ensemble du tissu autour, avec des financements autonomes, indépendamment de l'éducation nationale. Tout ça en accord avec le chef d'établissement, pour que tout jeune Français sache lire, écrire et compter. Et qu'on puisse dire aux professeurs des collèges, plus jamais on vous enverra 4, 5, 6, 7 jeunes dans vos classes qui n'ont pas les acquis fondamentaux. Voilà une deuxième fragilité qui ne se traite pas globalement sur l'ensemble du système éducatif, mais allez regarder réellement pourquoi il y a des fragilités. Et puis, j'ai aussi noté la mise en place de la taxe sur les transactions financières, j'ai aussi noté la taxe sur les grands groupes, enfin, tout sujet que nous défendons depuis extrêmement longtemps. Donc, j'entends bien ce que vous dites. Mais vous savez, voilà, il y a une séquence qui s'ouvre dans quelques jours, qui va durer 2 mois. Et moi, je suis absolument convaincu que la France doit être certes forte, mais elle doit être juste. Bonjour, Monsieur Borloo. Une autre question. J'ai lu des articles de presse qui citaient leurs sources. Je ne l'ai pas là, mais qui disait que ce que vous voulez faire, ça existait déjà dans la loi. Alors je voudrais savoir quelle est la différence entre ce que vous proposez et ce qui existe hors Alsace-Moselle, hein, on est d'accord? J'ai pas l'article de loi là, mais enfin, il est cité dans la presse abondamment. Je voudrais savoir la différence. Merci. Ah ben, elle est simple. Il y a 2 régimes.
il y a le régime Alsace-Moselle et il y a le reste du territoire. Je veux tout simplement étendre à l'ensemble du territoire national la procédure d'Alsace-Moselle de faillite civile. Oui, on dit. Mais si c'était fait, ça serait la même chose en Alsace-Moselle. Ce n'est pas la même procédure. La procédure existante, c'est moi qui l'ai fait voter, donc je la connais bien, la procédure de rétablissement personnel, a essayé de faire presque ça, sauf que ça ne le fait pas complètement, et qu'il y a 4 cas sur 5 qui ne rentrent pas dans cette procédure. Voilà la réalité. Pour des raisons d'ailleurs qu'on peut comprendre, hein. Il y a toujours une espèce de réticence à l'idée qu'une situation comme ça, on peut effacer complètement. Espèce de logique un peu culpabilisatrice. Et d'ailleurs, je pense eux-mêmes, d'ailleurs, les familles surendettées se sentent dans la culpabilité sociale. C'est tout le drame, d'ailleurs, et la perte de confiance en soi. Donc, il y avait une avancée importante, la loi de 2003. Je résume. La loi Neyer, ça a inventé les commissions de surendettement. Première loi, il y a 20 ans. Commission de surendettement, c'est quoi? C'est l'ensemble des créanciers, à commencer par les impôts, les affaires sociales, tout, qui essaient de trouver comment finalement faire rembourser le plus possible. Voilà, c'est ça la commission de surendettement. Et la loi de 2003 a essayé, à côté de la commission de surendettement, de permettre d'aller devant les tribunaux pour aller vers cette faillite civile, qu'on n'a pas voulu appeler à l'époque comme ça. Hein, une espèce de sentiment. Il ne fallait pas faire comme les Alsace-Moselle. Vous savez, on fait quelque chose, mais on ne le fait pas complètement. Et quand on ne le fait pas complètement, du coup, il ne se fait vraiment pas complètement. Et du coup, on a toujours un peu plus d'1 200 000 familles qui sont dans l'embarras. Donc, ça y ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Je souhaite simplement, le président souhaite, le candidat souhaite, qu'on modifie juste la loi. Il n'y aura plus de conditions de domiciliation. On pourra donc aller directement devant les tribunaux, qu'un mandataire judiciaire soit saisi et qu'on puisse prendre un nouveau départ.